Bois de Finge, un matin d'hiver. Il fait un froid glacial. Le lama qui monte des pylônes à haute tension au centimètre près attire à peine les regards des passants. En 2005, un hélico qui travaille est une chose presque banale. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Résumer les 40 ans d'histoire d'air glacier, c'est résumer une aventure un peu folle, lancée par des pionniers qui voulaient venir en aide aux autres tout en assouvissant leur passion. Une passion remplie de joie, mais également de peine. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Les gardiens de cabane le savent bien. Avant l'arrivée des premiers avions, tout se transportait à dos d'homme ou de mulet, des charges qui pesaient parfois plus de 40 kilos. Un beau jour, on eut l'idée à l'aérodrome de Sion d'équiper un Cessna 140 d'une trappe de largage. Nous suivons un des avions de ravitaillement dans un deuxième appareil. Attention! Pour les marchandises fragiles, il y avait le parachute. Pourtant, il fallut trouver un jour le moyen d'atterrir. La chose n'était pas toujours évidente. C'était sans compter sur la détermination d'Hermann Geiger, un pilote de l'aéroclub du Valais. Le 10 mars 1952, il atterrit sur le glacier de la Kander avec un Piper Super Cub. La technique du vol en haute montagne allait rapidement devenir adulte. C'était un essai sans permission de l'Office de l'air, c'était un peu un truc hors la loi. Ce que mon père a pu faire, c'est qu'il a décollé de l'aérodrome de Sion avec son Super Cub sur les roues. Et en cours de vol, à l'aide d'une pompe hydraulique, il a fait passer les skis sous la roue et il a posé sur le glacier. Décollé du glacier, quand il rentrait à Sion, il reposait sur les roues. Et il a aussi profité du relief du glacier pour poser dans les pentes et décoller dans la pente, ce qui lui permettait de prendre très rapidement de la vitesse et de quitter le glacier, ce que personne n'avait fait avant. Quelques mois plus tard, un Indar timide fait sa connaissance. Il s'appelle Fernand Martignoni. Geiger accepte de lui donner des leçons de pilotage en échange de coups de main à l'aérodrome. À eux deux, ils deviendront les piliers du transport et du sauvetage en Valais. Pour la jeunesse, à l'époque, ce qui manquait le plus, c'était l'argent. Pas comme maintenant. Non, ils ont les moyens d'avoir des cheveux longs. À l'époque, on ne pouvait pas. Je dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Hein. C'est pas pour ça. Tout ce qui était jusqu'à maintenant interdit, Hermann a réussi à le faire passer officiellement. Et on a commencé à faire des transports commerciaux, dont la construction de la cabane Kander. Martignoni était spécialiste de tous les transports avions et également hélicoptères. Je vous rappelle quand même que dans le temps, les pilotes volaient en principe l'hélicoptère et l'avion. Au bout de quelques années de collaboration occasionnelle, Fernand Martignoni est engagé à plein temps pour seconder Hermann Geiger, toujours plus sollicité. Les dirigeants de la chaîne des magasins Coop organisent alors une grande collecte et au printemps 1957, le premier Bell 47J arrive en grande pompe à l'aérodrome de Sion. Doté d'un moteur à piston, l'appareil ne peut que difficilement dépasser l'altitude de 2500 mètres. De ce fait, le Piper reste le seul moyen efficace d'intervention à une altitude supérieure. À la fin des années 50, la firme nidwaldienne Pilatus présente son dernier né, le Pilatus Porter. Véritable camion volant, le Porter peut emporter 1 tonne de marchandises ou 7 passagers. Le 2 octobre 1959, l'aéroclub de Sion fait l'acquisition d'un premier appareil. Fernand Martignoni et Hermann Geiger apprécient pleinement les capacités de cet appareil, surtout lorsqu'il s'agit d'aller récupérer des alpinistes malchanceux dans des endroits impossibles. Les accidents, en principe, viennent quand il y a le mauvais temps. Et là, certaines fois, c'est très dangereux. Mais si on sait qu'ils ont dégringolé tel et tel couloir ou tel rocher qu'on connaît, on sait qu'il y a, même sans les trouver, on sait qu'il n'y a plus de problème pour aller les chercher, qu'il n'y aura pas de vivants. Mais quand c'est d'autres accidents qui sont plus petits et quand il y a la possibilité de retrouver des blessés vivants, alors vraiment on prend des risques alors là. En 1963, Bruno Bagnoud assiste impuissant à la chute de l'un de ses amis lors d'un cours de guide de montagne. Appelé sur les lieux avec l'un des hélicoptères Bell, Hermann Geiger ne peut atterrir en raison des faibles performances de sa machine. Bruno Bagnoud entend alors parler d'un nouvel hélicoptère construit par la firme française Sud Aviation, l'Alouette 3.
D'un prix de plus d'1 million de francs, cette machine est dotée d'une turbine de 550 chevaux, pratiquement insensible aux effets de l'altitude. Quand le cours était terminé, j'ai dit à Herman, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sauver? J'ai vu dans le journal qu'un hélicoptère s'était posé au sommet du Mont Blanc avec beaucoup de vent et puis 5 personnes à bord. Et là, Herman Geiger m'a répondu, mais ça c'est une Alouette 3 avec une turbine qui coûte 1 500 000 francs suisses par rapport à nos hélicoptères que nous avons qui coûtent environ 300 000 francs. On a fait un deal en disant, écoute, toi tu connais l'aviation, moi j'essaye de me débrouiller pour trouver le financement de cette machine. Les banques ont trouvé l'idée bonne, mais les médecins de Sion aussi, mais ils ont dit, écoutez, ça c'est un élément, un objet neuf que personne connaît, et nous ne voulons pas prendre le risque de vous enfoncer cet argent. Et c'est là que j'ai heureusement rencontré M. René Spar, qui était lui à ce moment-là président de l'Aéroclub de Sion, et qui faisait partie d'un conseil d'administration d'une banque qui s'appelait la Caisse d'épargne du Valais. Et je lui ai demandé, j'écoute, voilà, mon projet est le suivant, je veux acheter une Alouette 3, je veux fonder une autre société qui se spécialise dans le domaine du sauvetage et j'ai besoin d'1 500 000 sans aucune autre garantie. Et très gentiment, il m'a répondu, écoute, je vais essayer de discuter avec ma banque et je te réponds d'ici quelques jours. Il y a à peine 3 jours passés après ma demande qui m'a donné un petit coup de fil en me disant, j'ai pas l'1 500 000, mais j'ai 600 000 francs à ta disposition. Alors j'ai dit à René Spar, j'ai dit, écoute, tu peux mettre ça sur un papier, je vais aller voir Aérospatiale, comment ça s'appelait, et voir dans quelle mesure il m'accorde un crédit pour le payer en 3 fois. À l'aérodrome de Sion, les courageux pilotes poursuivent leurs activités aux commandes du Pilatus et du Bell. Entre-temps, Bruno Bagnoud a trouvé le moyen d'acheter l'hélicoptère tant convoité. Il propose à Martignoni un poste au sein d'une nouvelle société. Au début août 1965, Bruno Bagnoud prend possession de la première Alouette 3 civile de Suisse et d'un Pilatus Porter. Herman Geiger prend le titre de chef pilote de la nouvelle compagnie. L'entreprise Air Glacier est née. En hiver, on ne travaillait pratiquement pas. Le tourisme était beaucoup moins développé, il n'y avait pas encore beaucoup de remontées mécaniques, les dépôts se faisaient pratiquement que quelques fois quand il faisait grand beau, et on ne travaillait pas. Et par un hasard tout à fait quelconque, on a été engagé pour effectuer une mission qui consistait à faire une étude sur des possibilités de construction de barrages hydroélectriques sur le Sénégal. Nous étions en ce moment-là très bien payés, puisque le dollar était à ce moment-là encore très très haut. Ça nous a permis d'avoir le double de machines et surtout de stabiliser l'économie de la société Air Glacier. Le 26 août 1966, l'avion d'Herman Geiger percute juste après son décollage un planeur en phase finale d'atterrissage. Bruno Bagnoud se précipite au secours de son ami. Geiger décède à son arrivée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, le pilote du planeur, Charles-Albert Gabiou, succombe à son tour. L'élève Anne-Marie Chaland est grièvement blessée. Une foule immense accompagne Geiger à sa dernière demeure. Du monde entier affluent les témoignages de sympathie et de reconnaissance. À bord de l'Alouette 3, Martignoni répand des gerbes de fleurs sur les fidèles massés sur la place de la Planta. À la suite du décès de Geiger, Fernand Martignoni devient chef pilote de la compagnie Air Glacier. Peu à peu, le tourisme d'hiver de masse se développe. En 1969, Sud Aviation annonce l'arrivée d'une nouvelle machine baptisée Lama, version hybride de l'Alouette 2 et de l'Alouette 3. Elle battra en 1972 le record du monde d'altitude en grimpant à 12 440 mètres. Le 18 juin 1971, Bruno Bagnoud et son chef mécanicien Guy Gaudry prennent possession à Marignane d'un premier exemplaire immatriculé HBXDG. 35 ans après sa mise en service, le Lama reste un outil irremplaçable pour le travail en montagne. En 2005, il constitue toujours le fer de lance de la flotte d'Air Glacier. Aéroport de Sion, samedi 19 juin, il est 7h du matin. Dernière vérification, nous décollons dans quelques minutes pour la cabane Rambert. Un travail ordinaire pour l'équipage. Chaque année, les hélicos d'Air Glacier livrent entre 2 et 300 tonnes de matériel d'hiver au refuge du Bas-Valais. Je pense pas que ce soit très lourd, tu vois.
va les deux là-haut. On vient d'arriver le camion. Premier briefing à Ovronad où seront transportés hommes et marchandises en plusieurs rotations. Mais qu'on aille au moins 4 personnes. C'est la routine. Le seul problème de la journée, c'est cela. Turin. C'est Turin alors. Quand le lama arrive, il n'est pas question de perdre du temps. Premier problème, trouver la place nécessaire au stockage. On n'a jamais assez de place pour stocker, c'est ça. Mais bon, on se débrouille. On dort dans une chambre où il y a plein de choses, plein de ravitaillement, et puis... Mais on fait avec. Si j'ai besoin de marchandises, j'appelle directement un glacier après avoir programmé à quelle heure ils devaient venir pour qu'il n'y ait pas une perte de temps ni pour eux ni pour nous. À 2500 mètres, on ne parle pas d'argent, paraît-il. La minute de vol coûte environ 30 francs, mais les rapports entre gardiens et transporteurs ne se limitent pas à de simples considérations mercantiles. La complicité est totale. C'est des gens merveilleux, pas seulement pour la livraison, pour tout ce qu'ils font dans leur métier. Et le plaisir de leur dire bonjour au moment où ils passent là, ils font un petit signe, on entend venir l'hélicoptère. Non, c'est plus qu'un pilote, c'est des amis. Je pense qu'on peut considérer ces gens comme des amis. Et toujours le plaisir de pouvoir partager un morceau de gâteau et boire un café et peut-être un verre de vin, mais en général ne boivent pas d'alcool. Après la pause croissant, nous redécollons en direction de la Forclaz pour ravitailler la cabane du Trien. Rebelote, on charge des pommes de terre, des couvertures et tout le nécessaire à cet établissement. Cet après-midi, Bertrand le pilote et ses aides de vol doivent encore effectuer des baptêmes de l'air à Granges. Une chose bien agréable, pas vrai le chat ? « 1971, c'est l'année de l'arrivée du lama, mais c'est aussi la création de la base de Lauterbrunnen à quelques minutes de vol de l'Eiger et de la Jungfrau. Le 24 décembre 1971, j'ai effectué le survol de Sion à Lauterbrunnen avec la première Alouette 3, immatriculée XCM. Plus tard, nous avons reçu un lama et quelques années plus tard encore, nous avons continué avec une Alouette et un lama. Le but principal, c'était le sauvetage et le transport de matériel. En été, nous assurons le ravitaillement des cabanes du club alpin suisse, pour l'infrastructure de Wengen, de Muren, pour les télésièges et les téléskis. Nous effectuons également du transport de béton, des vols touristiques. Au printemps, il y a l'héliski, nous amenons des skieurs sur les glaciers. Pour le reste, de l'automne à l'hiver, nous avons des préparations pour les courses de ski à Lauterbrunnen, du transport de matériel et de machines pour la neige. Nous avons de bons contacts avec la commune. La commune de Lauterbrunnen est détentrice du terrain. Air Glacier assure l'exploitation. Nous avons des accords qui précisent notre entraide mutuelle en cas de catastrophe. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de bruit, nous sommes très proches du village. Nous devrons y faire attention dans le futur, car le problème du bruit est tout de même assez pesant. Depuis plus de 30 ans, les fidèles de l'aéroport de Sion côtoient un petit homme barbu au regard malicieux, René Mining. C'est presque une légende vivante, celle qui incarne toute l'époque de Ferno Martignoni, avec qui il a partagé d'incalculables heures de vol. Oh, de temps en temps, il faisait un petit peu une moue, mais le matin, quand il disait bonjour, j'étais sûr que ça allait tout bien. Il disait pas bonjour,
J'étais content quand je pouvais voler avec lui, comme ça, quand on voyait une bête sauvage, je lui disais, hey, il y a des chamois là. Ah, alors là, ça partait. Alors, on était toute la journée bien ensemble, tip-top. Des fois, on travaillait depuis le matin à 7h jusqu'à qu'on avait fini dans l'après-midi. Alors, on ne mangeait pas, et les ouvriers non plus. Alors, puis ça a été un moment, pour finir, les ouvriers, ils ont dit, maintenant, c'est stop, maintenant, on fait 1 heure de pause à midi. Mais Fernand, il tournait en rond, les mains en poche, mais il ne mangeait pas. Au fil des années, le nombre d'alpinistes en haute montagne se fait de plus en plus nombreux. Il en résulte une demande croissante en matière de sauvetage. Lors d'interventions difficiles, Fernand Martignoni fait figure de référence. On l'appelle de plus en plus souvent, de jour comme de nuit. Combien de fois je lui ai téléphoné le soir? Les filles, ils n'osaient pas lui téléphoner. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il m'a dit, téléphone-lui, toi, t'es bien avec lui. Je disais, Fernand, on a un sauvetage. Où? Là, à tel et tel endroit. Eh ben, je viens tout de suite. Et voilà, puis on partait les deux, tranquille, joli. Police cantonale, c'est pour un sauvetage. À partir de 1972, les secours en montagne commencent à s'organiser de manière structurée. La police cantonale met à disposition des sauveteurs des gendarmes guides. Jackie Michelet, aujourd'hui responsable de l'organisation cantonale des secours, était à l'époque la figure de proue incontestée du sauvetage en montagne. À de nombreuses reprises, il a participé à des interventions avec Fernand Martignoni. Parce qu'il partait pour une mission, s'il décidait de la faire, il allait au bout. Et si la décision était de ne pas y aller, c'est que vraiment il ne fallait pas y aller, il fallait trouver d'autres moyens. Je crois que chez lui, il fallait vraiment être accepté. Et puis, à partir de là, il y avait une confiance incroyable et plus nécessaire de se parler. Chacun savait, je crois, ce qu'il devait faire. Et bon, peut-être une ambiance particulière, c'est parce que nous étions tous les deux de Nada. Certains aides de vol venaient aussi de Nada, donc on avait parfois un équipage complet nadar, et ça faisait un petit plus, je dois dire, au niveau de la complicité. René Minig se souvient d'un sauvetage particulièrement difficile, accompli il y a nombre d'années à la cabane des Vignettes. Perdu dans le brouillard, il se retrouve avec Martignoni au-dessus de la vallée de la Valpeline. Après avoir récupéré durant 2 heures à Arola, ils réussissent à emmener le blessé à l'hôpital. Fort tard dans la nuit, ils atterrissent à l'aérodrome de Sion. Une dernière escale au bistrot s'impose. On arrive ici, la Madelon est en train de jouer aux cartes. C'était 1h du matin, ça je me rappellerai toujours. Il a dit on va aller la secouer. On a été tapé à Rostor. Il a dit maintenant, Madelon, c'est 2 doubles whisky pour les deux. Parce qu'on a risqué aujourd'hui. Et voilà, on a bu ces 2 whiskies, puis on est rentré à la maison. Homme d'une modestie légendaire, Fernand Martignoni n'aimait pas que l'on parle de lui. Pourtant, les distinctions s'accumulent au fil des années. Ami du chanteur Gilbert Bécaud, il côtoie des célébrités venues du monde entier. En août 1982, Fernand Martignoni est lauréat du prix Runzi qu'il reçoit des mains du conseiller Guy Genoux. À l'heure des réjouissances, le pilote Nindar est loin de se douter du destin tragique qui l'attendra 2 mois plus tard. On est parti dans le Val d'Anivier, à Zinal. On était fait un petit transport là-haut. Et on est rentré, c'était 6h le soir. Et puis ils ont dit Fernand, il s'est craché. Ça, je me rappellerai toujours. Je suis sorti du bureau enlacé. « 27 octobre 1982, l'Alouette XCM, engagée dans une campagne de vaccination des renards contre la rage, percute un câble de transport non signalé dans la région des Diablerets. L'hélicoptère tombe en position inversée et explose. Outre Fernand Martignoni, les 4 passagers sont tués. Il s'agit du vétérinaire cantonal Georges Brunner, son adjoint Marc Michaud, leur secrétaire Jeannette Rowe et le professeur Franz Steck de l'université de Berne. Comme si ce drame ne suffisait pas, le commandant des pompiers Georges Pichard décède d'un arrêt cardiaque. C'était tous les jours. Dimanche comme la nuit pour les sauvetages, j'étais toujours là avec lui. Je crois que de lui reste surtout l'exemple, et puis je dirais, reste aussi surtout son fils, qui est bientôt chef mécano des hélicoptères à Sion. En 1983, la compagnie s'implante dans le Chablais, plus précisément à Colombey. Entre transport à l'élingue, traitement des cultures et sauvetage, les activités de Colombey sont très variées. Christian Rosa, pilote chez Air Glacier depuis 10 ans,
est aujourd'hui responsable de la base. Nous sommes 11 personnes à travailler ici. Nous travaillons essentiellement sur un lama, le X-Ray Golf Papa, et l'hiver sur un lama et une alouette. On travaille beaucoup sur le plateau suisse également. Nous travaillons jusqu'à Genève, Onville. Nous allons assez régulièrement pour les sulfatages lac de Bienne. Mais notre lieu de travail principal est le Chablais, les Val d'Illier et le Chablais vaudois. Nous n'avons pas les sauvetages l'été. Nous gardons les sauvetages l'hiver une fois que les pistes de ski sont ouvertes. Nous avons une très bonne collaboration avec Rega et nous travaillons l'hiver avec eux et l'été, Session qui assure les sauvetages dans le Chablais et le Chablais valaisan principalement. Nous mettons en route les alouettes pour cet hiver, justement pour la période de sauvetage qui s'annonce. Alors maintenant, la principale activité des mécaniciens est justement de réviser ces alouettes et mettre la mécanique des lamas que nous utilisons moins l'hiver pour les mettre sur ces alouettes qui vont travailler beaucoup cet hiver. 1988. Air Glacier renforce sa présence dans l'Oberland. Elle s'installe à Saanen, à 2 pas de la station de Gstad. Elle y assure de nombreux sauvetages. Christian Brandt y partage ses activités entre le bureau et le terrain comme assistant de vol. Il y a 2 pilotes fixes ici, 3 assistants, 2 mécanos, une secrétaire et puis quelques auxiliaires. En été, nous, on travaille comme des transports, du bois, du béton. Ça, c'est le travail en été. En hiver, on a souvent des vols taxis. On n'a qu'une équipe pour faire piquet sauvetage. Une deuxième équipe qui fait héliskiing, minage, des vols taxis. Ça, c'est le travail en hiver. On connaît bien la région. Et puis, comme on est valaisan, on n'a pas de problème ici, au Berner Oberland. Station d'épuration de Biodron. Il est 5h30 du matin. Pour Jean-Louis et ses aides de vol, c'est une journée ordinaire qui commence. Au programme aujourd'hui, le traitement de vignes au-dessus de fûts. Depuis plus de 20 ans maintenant, Air Glacier offre ses services aux vignerons romans. Premier ravitaillement, les réservoirs du lama sont remplis avec 4 à 600 litres de produits. Les rotations commencent. Jean-Louis s'en donne à cœur joie. J'adore voler et puis pour moi, on peut retrouver cette sensation de la technique de vol hélicoptère seulement dans les vignes. Quand on vole les charges, on vole la charge. Quand on vole les vignes, on vole l'hélicoptère. Alors, pour un pilote qui aime voler, c'est le régal, c'est le dessert finalement. Le pilote se repère dans le terrain en suivant des balises de couleurs différentes. Il doit maintenir une vitesse de 55 km/h tout en restant le plus bas possible. Les marges de manœuvre sont parfois infimes. La barre amont, elle est dans des dévers, moi je dirais jusqu'à 50 cm de sol. Et puis, ce qu'on ne voit pas toujours dans les vignes, c'est les piquets d'arrosage. Donc il faut avoir les yeux ouverts. Et si on vole la barre amont à 10 mètres, la barre aval est à 20 mètres et puis on loupe notre histoire. Alain Dorsa est conseiller technique en produits agricoles. Son job est de vérifier l'application des mélanges, pas n'importe lesquels. La loi est stricte. On applique uniquement des fongicides, donc c'est surtout pour lutter contre le mildiou et l'oïdium, deux maladies qui peuvent créer d'importants dommages en perte de récolte, mais aussi en qualité de raisin, qualité du vin. Donc les insecticides sont complètement interdits. Pour que la protection soit efficace, les feuilles doivent être traitées sur leurs 2 faces. Alain dispose de papier réactif, une méthode qui a fait ses preuves. Simplement les clipper. Au-dessus, au-dessous. Voilà. Et puis, en fonction du sens de rotation, on pourrait mettre sur la face est, ouest, nord, sud, etc. On va mettre ça sur une autre hauteur pour regarder tout ça.
Rapide et efficace, l'hélicoptère n'utilise que 100 litres de produit par hectare, contre le double lors d'un traitement manuel. Malgré son côté impressionnant, le travail reste relativement sûr, à condition de respecter certaines règles. Je vais voler et je vais voler toujours la même chose, surtout en début de saison. Et au début de la saison, j'ai aucune fatigue. À la fin de la saison, je vais faire les mêmes gestes, les mêmes rotations. Je vais me poser la question pourquoi je fais ça. Mais je fais ça parce que c'est sûr et là j'ai la sécurité. Mais devenir pilote agricole ne s'improvise pas. La formation s'étale sur 4 saisons et le pilote doit mémoriser toutes les parcelles à traiter. La politique d'entreprise, c'est de garder toujours les mêmes parcelles. Alors, ça fait 18 ans que je traite les mêmes parcelles. Donc moi, les plans, je les ai dans la tête. Dans l'apprentissage, on apprend justement à reconnaître ces parcelles. Par exemple, cette année, j'ai pris un nouveau secteur. J'ai été 2-3 jours dans le terrain avec le responsable du consortage. Et seulement après, j'ai pris un hélico en rentrant d'un survol et j'ai été faire une petite reconnaissance. Et après, j'ai pu commencer à traiter. Il n'y a personne, je crois personne qui peut prendre un hélicoptère aujourd'hui s'il n'a pas été formé sur ces parcelles, dire je vais traiter sa viège, je vais traiter le tronc, c'est impossible. Même si on lui donne des plans, il s'en sortira jamais. La parcelle a maintenant été traitée. Alain est content, la répartition sur les feuilles est optimale. On voit maintenant ces bandes jaunes sur la face supérieure, on voit ces petits points qui sont le témoin du passage finalement des gouttelettes d'eau. Et on voit que sur la face inférieure également, c'est une couverture qui est encore meilleure. Ça, c'est la partie visible de l'œil humain. Si on met ça au microscope, on voit tout de suite tous les petits points, les petites gouttelettes bleues qui sont le témoin du passage d'hélicoptère. Demain, l'équipe des sulfateurs volants ira traiter des parcelles à Saillon. Jean-Louis se réjouit déjà. Après 18 ans de sulfatage, son plaisir est toujours intact. Du 15 mai au 15 août, on sait ce qu'on fait, on sait où on est, on a des programmes établis. Avec toutes ces années, les consortages, ça devient des amis, il y a beaucoup d'amitié. On n'a plus l'impression de travailler, on a l'impression de vivre des vacances avec des gens qui ont le sourire de nous voir arriver parce qu'on vient leur enlever les champignons de la vigne. Voilà un peu. Printemps 2005. 2 ouvriers chutent sur un chantier en pleine ville de Sion. Les ambulanciers ne peuvent accéder aux blessés. C'est la maison du sauvetage François-Xavier Bagnoud qui intervient. Fondée dans les années 90, elle porte le nom du fils de Bruno Bagnoud décédé dans un accident d'hélicoptère au Mali. Un accident qui avait endeuillé le Valais entier. Il y avait à bord Thierry Savine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoud, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les 5 sont morts. Enfin, une des victimes de cet accident est un personnage très connu en Valais. C'est le fils de Bruno Bagnoud, François-Xavier, un pilote d'hélicoptère parmi les plus jeunes et les plus doués de Suisse. 24 ans, des rêves plein la tête, pris d'aventure, de liberté et de science. Dans ses veines, du sang bolivien mêlé à du sang bleu. Petit-fils de Simon Patineau, roi de l'Étain, et cousin germain du prince régnier de Monaco. Enfance dorée, brillantes études aux États-Unis. Grâce à sa mère, la productrice de cinéma et romancière Albina de Boisrouvray, François-Xavier Bagnoud a côtoyé les plus grandes stars du 7e art. Pourtant, c'est sur les traces de son père Bruno qu'il s'engage et dans l'entreprise Air Glacier de ce dernier. Un diplôme d'ingénierie spatiale made in USA en poche. Ses premières heures de vol, il les accomplit avec son père. Dès lors, le virus ne le quitte plus, hors des limites, hors du temps. Il puise aux sources de son bonheur au-dessus des glaciers valaisans. À son actif, il comptabilise plus de 1600 heures de vol. Outre cette passion, il se lance dans le monde des affaires. L'organisation, la planification et la gestion d'hôtels ou d'entreprises n'ont de secret pour lui. Mais il ne rate aucune occasion de se mettre aux commandes d'un avion ou d'un hélicoptère. Il l'a fait notamment dans le cadre du dernier film de José Giovanni, Les loups entre eux.
La montagne l'a vu naître, le sable l'aura repris. Passe ça entre tes jambes là. Voilà. Ça va? D'avoir une autre sangle de l'autre côté. Ça va? Ça va, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es pas blessé? T'as quelque chose quelque part? Je fais rien, mais je suis trop... Je vais jouer au con. Ah? Je vais jouer au con. Désolé. Non, y a pas de problème, c'est rien du tout. Ça arrive souvent qu'il y en ait des comme moi. Ouais, alors attends. Philippe de Pascal. Philippe, tu peux venir là-dessous, tu me tires un petit peu. Après, je dois me désassurer de la corde à Pascal Gaspo. Et puis, dès que c'est bon, je te dis pour dégager. C'est bon pour toi? Les opérations de sauvetage telles que celle-ci, la maison du sauvetage ne les compte plus. Elle peut compter sur des pilotes expérimentés, des guides de montagne et des médecins d'urgence. Mais ces missions ont un coût que les assurances ne prennent pas toujours en charge. Pour quelques dizaines de francs par année, Air Glacier propose une carte de sauvetage qui peut éviter aux victimes de lourdes conséquences financières d'un accident. Alors la carte de sauvetage sert à beaucoup de choses. D'abord, au fond, de faire le lien avec ce que les assurances ne payent pas. Par exemple, les vols de recherche ou les vols de prévention. Si jamais vous êtes quelque part en montagne, il y a beaucoup de neige, un danger d'avalanche, vous n'êtes pas blessé, mais vous devez descendre. La carte de sauvetage prend en charge cette prévention de vous transporter depuis la cabane jusqu'en plaine, ce que ne fait pas une assurance. Et en plus de ça, nous couvrons aussi toutes les bêtes de rapport, que ce soit un chien d'avalanche, que ce soit une vache, que ce soit un cheval. Les interventions de recherche ou d'avalanche peuvent coûter, rappelons-le, plusieurs dizaines de milliers de francs. Existe-t-il une limite avec les cartes proposées par les compagnies aériennes? La limite chez nous, c'est le côté raisonnable du cas. Nous cherchons les personnes jusqu'au moment où il nous semble, si on ne les a pas trouvées, que leur destin est fixé. Mais si nous sommes sûrs qu'ils se trouvent dans une certaine région limitée, nous faisons tout ce qui est possible dans les mesures d'intervention pédestre, aéroportée ou par des conducteurs de chiens d'avalanche. La carte de sauvetage prend en charge le coût du transport et les frais des différents intervenants, même si c'est une autre compagnie qui intervient. Le meilleur moyen d'éviter les frais, c'est évidemment de ne pas avoir d'accident. Soyez donc prudents et si vous prévoyez une virée en montagne, annoncez votre itinéraire de sorte à éviter des frais inutiles. Si malgré tout le pépin devait survenir, 3 numéros de téléphone sont à votre disposition. Le 144 qui coordonne toutes les interventions sanitaires, le 112 numéro d'urgence valable dans toute l'Europe et enfin le 1415 qui vous met en relation directe avec la centrale d'Air Glacier. La compagnie assure évidemment des permanences 24 heures sur 24. Héliport d'Arola. Jean-Louis atterrit avec l'écureuil B3, le fleuron de la flotte hélicoptère d'Air Glacier. Fabriquée par Eurocopter, cette machine est la version haute performance de l'écureuil qui existe déjà depuis 1974. Capable de soulever 1400 kg au niveau de la mer, le B3 croise à 250 km/h. Aujourd'hui, il est engagé dans le vol d'héliski.
Pour les équipages, il n'est pas question de poser les skieurs n'importe où. La réglementation est stricte. En Suisse, seules 48 places en montagne sont agréées pour de telles déposes. Le ski d'abord a pour nous une utilité économique, puisque pendant la période d'hiver, c'est la période calme jusqu'à Pâques, et comme notre personnel est engagé sur l'ensemble de l'année, nous devons survivre. Ça nous permet de suivre. La deuxième chose, ça nous permet aussi un entraînement indispensable pour le sauvetage, parce que les conditions hivernales n'en sont pas du tout les mêmes qu'en été pour le sauvetage. Nous avons un problème des vents, nous avons un problème de la luminosité, et en plus de ça, ces sauvetages se passent en général dans les régions où nous faisons les dépôts et les skis, proches des cabanes, proches des grands glaciers. Les descentes se font en général au printemps, sous la conduite d'un guide de montagne. Les bases d'air glacier vous renseigneront volontiers sur les différentes possibilités qu'il existe dans la région. Aérodrome de Tourtemagne, il est 6h du matin. C'est une longue journée qui attend l'équipage d'Air Glacier. Première mission du matin, le transport de truites dans la région de l'île Graben. Basée à Gampel, la station ovalaisane d'Air Glacier a pris ses quartiers au début des années 80. Aujourd'hui, c'est une équipe dynamique qui dessert toute la partie germanophone du canton. On emploie environ 6 personnes. J'ai une secrétaire à plein temps, 2 pilotes, 2 aides de vol et moi. En saison d'été, où nous avons plus de travail, nous avons encore à disposition 2 saisonniers. Ce sont des gens qui travaillent en général l'hiver sur les pistes de ski ou sur les remontées mécaniques. En cas de besoin urgent, on a la possibilité de faire appel à des gens qui viennent nous aider à l'heure. Et là, on a environ 3 ou 4 personnes. L'équipage accomplit aujourd'hui ce que l'on appelle un programme régional. Les clients payent un forfait symbolique pour faire venir l'hélicoptère sur les lieux du transport. Les rotations leur sont ensuite facturées à la minute de vol. Il s'agit d'une formule très intéressante pour les particuliers ou les gardiens de cabane. Mais les programmes régionaux ne sont qu'une facette du travail de la station de Gampel. L'activité principale, c'est le transport de matériel, avec les paravalanches, le débardage, le transport de nourriture pour les cabanes ou pour les chalets en haute montagne qui ne sont pas accessibles avec des véhicules. Nous faisons aussi des vols de plaisance, des vols de photos, mais pas de sauvetage. L'hiver, une des principales activités qui nous restent, c'est les lits skis et le déclenchement des avalanches, ou s'il y a des grandes catastrophes, c'est l'évacuation des personnes de villages isolés. Le lama est maintenant rentré de mission. Conçu au milieu des années 50, sa mécanique demande des soins particuliers. En fin de journée, c'est le rituel de la pompe à graisse. Les machines sont contrôlées, on peut même dire bichonnées. Jour après jour, les mécaniciens d'Air Glacier assurent la maintenance de la vingtaine d'hélicos que compte la compagnie. Le travail quotidien sur les hélicos, c'est surtout la maintenance journalière. Quand la machine est à voler, bien sûr, il faut un contrôle journalier, un graissage, contrôler les bouchons, regarder que si la machine elle est en bon état, qu'il n'y a pas eu des incidents pendant la journée. Les contrôles périodiques, c'est surtout des 25, 100 heures, 200, 400, 800 heures. Ça, c'est des heures, effectivement, la machine qui a volé. Et puis ça revient régulièrement. Hein. Toutes les 4800 heures, les lamas, ils ont une révision totale. Alors, la machine, elle est complètement désossée, chaque cuisse, et puis contrôlée, remontée, puis de nouveau prêt au vol. Selon l'état de la machine, ça représente entre 1500 et 1800 heures de travail. On n'a pas le droit à l'erreur, ça c'est clair. Hein. On est toujours 4 yeux à minimum à contrôler si un travaille et fait
le travail, le boulon, un filtre ou quoi que ce soit, il est toujours contrôlé par derrière pour voir si c'est contrôlé juste. L'hélicoptère, c'est clair que c'est quelque chose de spécial. Et puis c'est une passion si on travaille là-dedans. Comme quelqu'un qui veut devenir pilote, ça vient depuis l'enfance déjà. C'est pas rien qu'un job. Alors travailler sur un engin qui tient en l'air, c'est déjà pas mal. Les opérations hélicoptères sont certes les plus connues chez Air Glacier, mais la compagnie exploite, outre ce Cessna 206, 3 avions bimoteurs, King Air 200 et 3 Pilatus Porter. Air Glacier propose des vols taxis, des survols touristiques ainsi que des largages de parachutistes. Aujourd'hui, ces passagers vont découvrir la région du Bieshorn et des Alpes bernoises. Les avions ils se sont développés au fond plus tardivement. Ce développement maintenant, il se fait assez harmonieusement sur des destinations de 1 heure, 1 heure et demie de vol, comme la Corse, on va essayer la Croatie, on va essayer des autres destinations. Et pour nous, c'est aussi un apport très important, étant donné que le côté touristique avion doit se faire aussi au départ dessus. Mercredi matin, il est environ 9h. Pour les pilotes des King Air 200 d'Air Glacier, c'est la routine. Durant toute l'année, plusieurs fois par semaine, ils desservent Calvi, Ajaccio et Figari. En 1 heure à peine, le dépaysement sera total. La Corse, c'est une île riche en traditions et en faits historiques. Première étape du voyage, l'incontournable ville de Bonifacio. Située à l'extrême pointe sud de l'île, elle est devenue célèbre pour ses falaises. Grâce à elle, la ville a repoussé maints envahisseurs par le passé. Sur les hauts de la ville, le cimetière marin. Le style est typique, le lieu plein d'émotions. À leur façon, les gens de Bonifacio rendent hommage à leurs ancêtres. Tel une perle dans son écrin, le port constitue un but de visite très prisé. D'ici partent de nombreux touristes pour les îles Lavezzi, où l'on trouve les plus somptueuses demeures de la région. Son nom est étroitement lié à celui de Christophe Colomb. Situé au nord de l'île, Calvi constitue l'un des plus beaux joyaux de la Corse. Le voyageur qui passe ici ne manque pas de découvrir sa baie et sa citadelle, haut lieu du tourisme par excellence. À 1 heure de route de Calvi se trouve Saint-Florent. Pour y arriver, il faut passer par ces petites routes sinueuses qui font le charme du trajet. Le port et la station rappellent que la Corse est également une île de plaisance. Ici, les yachts de luxe côtoient les embarcations de pêche. À quelques kilomètres de là, l'île Rousse offre un spectacle unique. Son phare et sa tour veillent sur les ferries qui relient la région au continent.
cuore di cielo si è lasciato un barricare, la mia coscienza e c'è un su da sguassare, chi pessino chi piedi di veste di tutta, dicono che l'amore non si può comprare. La Corse, c'est aussi une île de montagne, une île d'évasion. Ici, les possibilités de découverte ne manquent pas. Qu'il s'agisse de circuits en véhicule 4x4 ou d'activités sportives, l'île offre une palette quasi illimitée d'aventures en tout genre. Nous sommes à Porticcio, juste en face d'Ajaccio, avec une vue imprenable sur son golfe. Ici se trouve l'un des hôtels les plus confortables de la région. Comme son nom l'indique, le Sofitel Thalassa offre à ses visiteurs des cures de thalassothérapie et d'autres soins variés. Le Sofitel Thalassa, c'est encore de somptueux jardins, une cuisine raffinée mais également toute une palette d'activités. De l'hélicoptère, vous pourrez apercevoir les îles sanguinaires, le golfe de Sperone et son parcours classé parmi les plus beaux du monde, ou encore les terrains de chasse à perte de vue. La Corse est en effet l'île la plus préservée de toute la Méditerranée. Notre périple aura duré 5 jours. 5 jours de rêve, 5 jours de découverte. Ici, même l'arrivée de la nuit offre un spectacle incomparable.